Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Je suis vraiment très très contente de vous retrouver aujourd'hui avec Bettina Zourli dans cette interview de personnalité inspirante. Alors vraiment très contente parce que Bettina, moi je regarde beaucoup ses contenus sur Instagram. Si vous ne la connaissez pas, elle est connue sous le nom, en tout cas sous le pseudo Je ne veux pas d'enfant. Elle est également intervenue dans beaucoup d'interviews sur le sujet du non-désir de maternité. Elle a également écrit un ouvrage qui est sorti et qui est paru sur Amazon et pas que. D'ailleurs, elle vous en parlera d'elle-même d'ici quelques secondes. Et donc sur ce sujet-là. Et pour vous introduire, pour les personnes qui découvrent cette interview, donc l'interview des personnalités inspirantes, c'est une interview qui vous fait rencontrer des modèles de réussite, de succès ou d'inspiration par leur manière d'être et de vivre. Donc dans cette interview, on va découvrir justement comment est-ce que Bettina, tu es parvenue à justement porter ta voix sur ce sujet-là, les compétences aussi que tu as pu développer pour y arriver, le parcours par lequel tu es passée, et je suis très contente que tu puisses inspirer les femmes aujourd'hui. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire qui tu es, ce que tu fais et surtout quelle est ta quête dans ce monde? Eh bien, oui, bonjour Chloé, merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, je peux me présenter rapidement. Donc, je m'appelle effectivement Bettina Zourli. Je suis une femme cisgenre, hétérosexuelle. Je le précise souvent parce que ça a un sens par rapport au sujet qu'on va aborder et que je traite en général. Je suis française, mais j'habite à Bruxelles, en Belgique, depuis 4 ans. Et j'ai plusieurs activités, on va dire. Je fais effectivement de la sensibilisation au sujet féministe autour de la parentalité et de l'injonction à devenir parent. Donc, comme tu l'as dit sur Instagram, via Je ne veux pas d'enfant. Je suis aussi freelance. En fait, j'ai plusieurs activités, des activités un peu plus alimentaires, style je fais du service client pour des entreprises. Je le dis rarement, mais en fait, c'est important parce qu'il y a souvent cette idée que les gens qui sont visibles vivent de leur activité à temps plein juste en faisant des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est rarement le cas quand même, hein. On a souvent des activités alimentaires cachées. Je suis aussi pigiste pour divers médias sur lesquels je traite des questions liées au rapport au travail, au capitalisme, à l'écologie et au féminisme. Et voilà, j'ai un podcast qui s'appelle aussi Amour avec un S entre parenthèses à la fin, où je donne la voix à des personnes qui ont envie de me raconter leur rapport au couple, à la famille et aux relations amoureuses. Merci beaucoup pour ta présentation. La première question qui me vient, et je t'avoue que j'y pensais avant qu'on commence l'interview, c'est est-ce que, vraiment peut-être que tu ne te retrouves pas du tout, mais la première question qui me vient pour toi, c'est est-ce que ça te saoule qu'on t'interroge beaucoup sur le désir, sur le non-désir de maternité, ou t'as pas envie qu'on t'assimile tout le temps à ça? Tu vois, je voudrais pas que tu te dises, ah, Bettina Zurli, hop, c'est ça, ou pas du tout, c'est pas un sujet et t'adores en parler. C'est quoi ton rapport à ça aujourd'hui? Non, moi j'adore en parler, mais c'est vrai que ce qui m'embête, là, je commence à voir un moment un peu charnière. C'est-à-dire que, alors, certes, le conte que j'écris s'appelle Je ne veux pas d'enfant. Je l'ai écrit il y a 4 ans. Et au début, je n'étais pas du tout dans un discours politique de la question. En fait, je partageais juste des témoignages de gens qui voulaient pas d'enfants et qui avaient envie de raconter les raisons, les discriminations qu'ils pouvaient subir sur ce sujet. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'est politisé. Et maintenant, j'ai un discours qui est très pro-parent. Je fais beaucoup de sensibilisation sur les violences aussi que subissent les enfants, etc. Et en fait, c'est un peu chiant parce que, notamment quand je suis invitée là pour présenter mon livre qui vient de sortir, donc il est sorti au mois de février 2024 aux éditions Payot, il s'appelle Le temps du choix. En fait, il y a plein de journalistes qui le présentent comme, enfin, qui présentent uniquement la thématique du non-désir d'enfant. Alors qu'en fait, si tu lis le livre en entier, je parle pas du tout uniquement du non-désir d'enfant, voire quasiment pas. En fait, je parle surtout de comment on peut faire mieux, enfin vraiment structurellement parlant, pour que le désir de tout le monde soit accueilli au mieux, à savoir le désir de non-parentalité, mais aussi le désir d'enfant. Je parle aussi des discriminations faites aux femmes qui entrent en maternité, etc. Et donc, c'est vrai que je me rends compte que le nom du compte Instagram, il m'enferme beaucoup. Je donne un exemple, hein, pas plus tard qu'hier soir, je donnais une conférence au Musée de l'Homme à Paris. Et il y a un homme qui est parti de la salle parce qu'en fait, il a considéré que j'étais trop militante, mais j'avais pas encore parlé, en fait. J'avais pas encore donné, partagé mes réflexions avec le public. Il y avait deux autres intervenants et intervenantes avec moi.
Et en fait, il est parti parce qu'il a considéré que j'étais trop biaisée. Une autre personne aussi, hein, une autre conférencière, il est parti à ce moment-là en disant, ah ouais, vous êtes trop biaisée. Parce que moi, il m'a demandé, est-ce que vous avez des enfants? J'ai dit non et j'en veux pas. Et il est parti. Et c'est super énervant parce que du coup, les gens mettent plein de préjugés sur les gens qui veulent pas d'enfants. Soi-disant, on serait égoïste, soi-disant, on détesterait les enfants, et on détesterait les parents, etc. Et c'est pas vrai. Et moi, j'essaye de faire la jonction entre les deux, justement, et c'est très difficile. Mais sinon, oui, j'adore aussi parler de ce sujet parce que, bah, en fait, il est encore central dans les luttes féministes aujourd'hui. Donc, moi, avec plaisir pour en parler. Mais j'essaye toujours de faire un pas de côté quand même pour dire que je suis alliée de toutes et tous et que je suis loin d'être anti-enfant, en fait, que justement, bien au contraire, je suis pour les soutenir aussi, quoi. C'est clair, et quand on écoute ton contenu et tes nombreuses interventions, surtout, tu en avais parlé dans tes dernières interviews et tes derniers podcasts où tu avais vraiment ce discours de, en fait, ne pas vouloir d'enfants, ça veut pas dire qu'on n'aime pas les enfants ou que on va pas agir pour la parentalité. Et tu disais qu'en fait, bah, c'est pas parce que tu avais choisi de te faire ligaturer les trompes que tu n'ouvrais pas la possibilité à ce que plus tard tu puisses avoir une forme de parentalité différente qu'on élaborerait, pourquoi pas, est-ce qu'on élaborerait quelque chose d'autre Mhm. qui pourrait en fait agir pour les enfants et d'une manière différente. Donc, c'est Ouais. sûr que ça peut être enfermant. Bah surtout que tu as tout à fait raison de le mentionner dans le sens où je trouve qu'il y a un traitement médiatique particulièrement binaire qui s'est construit avec tu vois, le changement du rapport à l'information depuis 20 ans avec les chaînes d'infos en continu, etc. Plus les réseaux sociaux, en fait, on est beaucoup moins dans la nuance et dans la complexité et que du coup, on dit, voilà, d'un côté, il y a les child free, de l'autre, il y a les parents et ces gens sont en opposition. C'est pas vrai. Je veux dire, enfin, bien sûr qu'il y a des gens qui diffusent ces discours-là, mais moi, clairement, je vois bien, tu vois, dans les interactions avec les milliers de gens qui suivent mon compte, on est quand même dans des rapports vachement plus complexes que ça, et heureusement. Et je trouve que c'est important de le mentionner. Ouais, t'as raison. Et en même temps, tu vois, quand tu écoutes les contenus child-free un peu plus poussés, c'est-à-dire dans le sens ceux qui vont notamment parler de la cause féministe, en fait, en expliquant leur choix, j'ai Mhm. presque l'impression, et des fois je me demande s'il n'y a pas, tu vois, de ton côté, une sorte d'intériorisation de je dois être un peu féministe pour expliquer pourquoi je veux pas d'enfant sans être étiquetée de juste grosse meuf rigide qui va être jugée par tout le monde, tu vois. Ouais, ouais, ouais. L'impression que tu peux avoir parfois ou pas du tout? Pas du tout. Non, non, franchement, juste, effectivement, moi, il s'avère qu'en plus de ça, je suis militante féministe, militante écologiste, etc. Donc, je fais des liens très vite avec ces sujets-là. Mais non, je ressens pas forcément le besoin de me justifier en fait à ce niveau-là, quoi. Et surtout en fonction de mon audience. Par exemple, hier soir, j'ai pas dit que j'étais féministe parce que je sais que l'audience ne s'y prêtait pas à cette conférence au Musée de l'Homme dans le 16e arrondissement avec énormément de gens de plus de 60 ans qui me regardaient de travers. Donc je sais que si j'ai envie d'être accessible, À l'angoisse. parfois il faut pas, il y a des mots où je sais, c'est dommage, hein, c'est dommage de devoir se fermer à ces termes que, enfin, moi je suis très fière d'être féministe, il n'y a pas de problème, mais voilà, je sais aussi que c'est parfois plus intelligent de ne pas le dire, quoi. Ouais, je comprends. Ok. Ce que je trouve très inspirant pour les femmes, parce que en ce moment, ces dernières années, il y a beaucoup de contenu qui sort sur les maternelles, sur les plateaux télé, comme ça commence aujourd'hui, plein d'autres podcasts qui libèrent la parole des femmes autour du fait qu'on peut ne pas vouloir d'enfants et que c'est ok aussi de regretter, en fait, d'avoir eu un enfant, notamment, je sais pas si tu as lu l'ouvrage Mal de mer. Je ne Ouais, sais plus le nom de l'auteur, malheureusement, mais celui-là, il fait partie aussi des livres que j'aimerais beaucoup lire prochainement. Et malheureusement, bah, il y a des femmes qui n'ont pas eu ce temps de se donner l'autorisation de réfléchir, en fait, si vraiment elles en voulaient pas. mm, Euh, Toi, comment tu as eu le courage? Moi, je trouve que c'est courageux, mais je sais que tu as déjà dit que pour toi, c'était pas très dur, si je me trompe pas, en réalité, de juste dire que tu n'en voulais pas. c'est Mais ça. par rapport à l'expérience d'autres femmes que tu vois, qu'est-ce que tu pourrais dire du courage d'assumer qu'on veut pas d'enfant dans un monde où, pour certaines, en tout cas, il y a quand même une grosse pression autour d'être mère, et si on n'est pas mère, on n'est pas réussi. Comment Ouais. faire, en fait, pour se donner le temps et l'autorisation? Ben, en fait, c'est ça, ouais, t'as raison de le mentionner. Moi, en fait, je trouve pas ça courageux parce que pour moi, c'est facile, mais j'ai conscience que c'est pas facile pour tout le monde. Et je m'explique, c'est-à-dire que pour moi, c'est très simple de parler de ce sujet-là parce que je me sens 100% légitime. Et la raison pour laquelle je me sens légitime,
Et c'est pour ça que maintenant, je me positionne aussi en tant qu'alliée, notamment pour mettre fin aux violences faites aux enfants. C'est que, bah, en fait, moi, j'ai eu une enfance géniale. J'ai eu une enfance et je pense que malheureusement, bah, je me positionne pas dans la norme, loin de là, sur ce sujet. J'ai eu une enfance où bah, j'ai été principalement élevée par ma mère, parce que mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans, enfin un truc assez classique, hein. Ma mère n'a jamais considéré que j'étais sa propriété, mais surtout, elle a jamais mis sur moi des pré-désirs, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, tu vois, mais elle m'a jamais dit quand tu seras mère. Elle m'a jamais dit, ah, tu vas faire telle ou telle étude, ah, tu vas suivre tel ou tel chemin de vie. Elle est quelqu'un de très indépendant et quand même de plutôt la tête sur les épaules, quoi. Et je me rends compte, notamment en discutant avec des amis très proches, que déjà un parcours familial sain, c'est vraiment pas, ça se trouve pas partout, quoi. Et que j'ai des amis qui sont détruits par leurs parents. Ils ont été détruits, laminés, c'est-à-dire qu'ils vont mettre toute leur vie à essayer de se construire avec une famille et une enfance traumatisante. Et Donc, d'ailleurs, je me permets de faire une parenthèse là-dessus. Il y a autant de personnes qui font des enfants parce qu'ils ont une enfance merdique et que pour eux, ça fait sens de reconstruire quelque chose de sain, et il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a de très beaux parents, même s'ils ont eu des enfances très difficiles, bien mais sûr. il y a aussi beaucoup de monde, et moi, très honnêtement, je me mets dans cette case-là, Ouais. qui ont une enfance chaotique, mais qui du coup sont comme vaccinés de la famille en amont, tu vois, de se dire je ne veux pas de cette merde. Et du coup, Ouais. ça peut être compliqué en fait pour ces personnes-là de se dire où est mon chemin entre mes blessures et en fait quelque chose qu'il y a d'autres gens qui ne le veulent pas, ils sont hyper bien avec ça. Et toi, tu te dis qu'est-ce que je fais? Et je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui se trouvent dans cette situation-là aussi. Clairement, ouais, tu fais très bien de le rappeler. Et c'est vrai que, bon, en fait, on a tendance à minimiser ça parce que déjà, c'est quand même difficile de parler de son enfance quand elle a été traumatisante ou difficile. Et qu'en fait, on se rend pas compte de l'ampleur de ce sujet qui est structurel, hein. C'est pas l'intimité des maisons. En fait, c'est vraiment, encore une fois, hein, c'est un héritage patriarcal de familles violentes, etc. Enfin, bref. Mais pour revenir aussi à ta question initiale, c'est que du coup, moi, l'autre élément, au-delà du fait que c'est très simple pour moi parce que j'ai un entourage soutenant, donc familial, mais aussi amical. J'ai tous mes amis, ils savent très bien ce que je fais, mon discours, etc. et me soutiennent là-dessus. Et même quand ils sont pas d'accord, on débat. Mais je veux dire, c'est très positif, quoi. Il y a vraiment pas d'animosité particulière. Et l'autre élément, c'est que du coup, moi, étant donné que c'était facile, je me suis aussi rendu compte d'autre chose. C'est qu'en fait, quand on est child free, eh ben, on a une chance inouïe. C'est qu'on nous demande toujours pourquoi on veut pas d'enfant. Alors, c'est hyper énervant, je sais, hein, qu'on nous demande pourquoi. Je suis la première à être énervée qu'on me Je demande. suis la première à demander parce que je suis là, genre, waouh, mais comment elle fait, tu vois, genre, je trouve ça Mais hyper intéressant, mais je comprends, ça doit taper sur les nerfs à un moment donné, le côté, je ben, suis pas un extraterrestre, quoi. bah oui, c'est ça, et qu'en fait, on pose jamais le pourquoi pour la question, le sujet Tout à inverse. fait. Tout à Mais fait. du coup, moi, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, et c'est pour ça que le livre là que j'ai publié s'appelle Le temps du choix. C'est vraiment ça, c'est de se dire, moi, j'ai eu le temps du choix. Parce que moi, donc, j'ai 32 ans. Depuis que j'ai 15 ans, je dis que je veux pas d'enfant, et ça fait à peu près 15 ans qu'on me demande pourquoi. Et en réalité, bah, du coup, mine de rien, même si je suis plutôt sûre de moi, à chaque fois qu'on me pose la question, ça me permet de renouveler mon agentivité là-dessus et ma réflexion rationnelle sur pourquoi je veux pas d'enfant, est-ce que je suis sûre, etc. Alors qu'à l'inverse, quand tu as un désir qui rentre à 100% dans la norme, ben, tu n'as jamais ce luxe de pouvoir réfléchir parce que tu n'as personne qui te demande pourquoi tu veux des enfants. Et du coup, ouais, moi, c'était vraiment ça aussi, c'était de dire, ben, je veux que le temps du choix advienne pour tout le monde. Et en même temps, tu vois, toi, tu le dis d'une manière hyper logique parce qu'encore une fois, depuis le début, c'est hyper simple pour toi et tant mieux, c'est super, c'est fluide depuis le départ. Mais Ouais, on pourrait aussi le voir autrement et se dire, bah, justement, pour moi, c'est simple depuis mes 15 ans, c'est évident, et ça fait tellement 17 ans qu'on me pose la même question qu'en fait, je me demande presque si je suis normale que ce soit aussi évident parce que les gens, ce n'est pas évident pour eux, tu vois. Donc, tu as ouais. des personnes, et ça, je pense que c'est peut-être lié à la confiance en soi Ah ou oui, bah oui. à la Moi, j'ai confiance une en confiance en moi qui est inébranlable, hein, franchement. soi. Donc, Tant mieux. ça aide beaucoup. Mais c'est vrai, non, mais il faut le mentionner, c'est hyper important. On n'a pas tous les mêmes vécus. Enfin, non, non, clairement. Ouais, Parce ouais. que ça fait ébranler aussi ce truc-là. Et notamment, et ça, j'en viens à ma question, et c'est pour ça aussi que au-delà de ton choix ou de tes ouvrages ou de ton message, en fait, sans vouloir t'étiqueter, c'est ça que je trouve particulièrement inspirant
dans la personnalité que tu représentes, puisque maintenant tu es une personnalité publique, tu as une voix publique, c'est est-ce que tu as eu, par exemple, des détracteurs, entre guillemets, des personnes qui, à travers tes contenus, t'ont étiqueté, t'ont jugé, et comment tu as fait pour en fait garder la voix que tu avais? Je te pose cette question-là parce qu'il n'y a pas longtemps, sur la chaîne Le Crayon, tu sais, qui fait des débats, Oui, il y a eu, j'oublie tout le temps les noms, une journaliste de droite, si je me trompe pas. Azilise le corps, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Avec une auteure, une autrice, pardon, aussi, que j'ai Hélène beaucoup, Gâteau. exactement, Je vois très bien. et que j'ai beaucoup aimé regarder cette interview, elle était importante. Ouais, Et Hélène Ghetto s'est fait ouais. démonter sur le plateau, et elle n'a pas pu, en fait, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas pu garder son propos tellement elle était assénée d'un discours politique sur la destruction de la famille. Tu peux pas Mhm. dire que si t'as ton chien, t'es heureuse, c'est pas normal. Voilà. C'est ça. Et en fait, le Ouais. propos de la journaliste, c'était en fait que tu veuilles pas d'enfant, c'est ton problème, c'est ton choix. Si t'es heureuse comme ça, tant mieux. Mhm. Mais à partir du moment où tu deviens une personnalité publique, tu peux pas donner ce message-là avec la simple justification que tu es une femme et que tu as ce choix-là, donc tu le transmets parce que ça a des implications politiques. Et moi, du coup, toi, vu que tu as confiance en toi et que tu transmets ce message, je vois que ça t'énerve. Comment est-ce que, en fait, si on est dans ta tête, tu vois, comment ça se passe pour toi pour rester aussi confiante sur ce type de personnes, parce qu'il y en a plein, hein, j'imagine, dans ces thématiques-là, qui viennent Mhm. chaque fois te défoncer sur ton propos juste parce que tu as un truc à faire passer. Ben, en fait, moi, je trouve que c'est assez facile dans le sens où c'est très rare. Enfin, moi, personnellement, j'ai très rarement des interactions vraiment dans l'argumentation avec des gens qui sont contre mon discours. Et en plus de ça, en fait, je trouve ça ridicule d'être contre mon discours parce que mon discours ne dit pas arrêtez de faire des enfants. Vous êtes des gros cons si vous faites des enfants. Il faut qu'on dépeuple la planète parce qu'on est trop nombreux, etc. En fait, les gens qui viennent m'attaquer n'ont jamais lu ou écouté ce que je disais. Donc, c'est très facile. C'est des gens d'extrême droite ou de droite, des masculinistes qui considèrent que les féministes sont des personnes à abattre et que ce sont des personnes malveillantes, mais en fait, ils englobent. Enfin, déjà, ils ont une fausse définition de ce qu'est le féminisme en général. Et du coup, ouais, c'est assez facile, tu vois. Mais en gros, les seules attaques que j'ai, c'est vraiment ces groupes-là, hein. C'est des hommes, c'est 99% des hommes de droite, voire non, d'extrême droite, clairement, qui me disent que je fais de la propagande antinataliste et qu'à cause de moi, c'est le grand remplacement qui va advenir en France. Donc, je fais un petit pas de côté, mais le grand remplacement, c'est une théorie complotiste d'extrême droite, hein, qui n'a aucune vérité scientifique, je le rappelle quand même. Donc voilà, ça me fait ni chaud ni froid. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant. Là, tu mentionnais cette interview du crayon. Moi, j'avais écrit un petit post là-dessus suite à ce que Hélène Gâteau s'était pris dans la tronche, hein, clairement. C'est qu'il y a vraiment une complaisance médiatique à vouloir montrer les femmes qui ne veulent pas d'enfants comme des immatures, comme des égoïstes, comme des femmes qui n'ont pas de cervelle, comme des femmes qui se soustraient à un service national qu'on devrait à nos pays. Et en fait, moi, je trouve que ce qui est intéressant pour répondre à, enfin, pour essayer de regagner confiance un petit peu là-dessus, c'est tout le premier chapitre de mon livre. En fait, je refais un parcours historique de comment on a inventé l'instinct maternel et comment la natalité, enfin la fécondité, pardon, donc le fait de procréer, a été instrumentalisé au fil des siècles. En fait, tu te rends compte que les discours de gens qui ne veulent pas qu'on dispose librement de nos utérus, notamment cette journaliste Azilise Lecor, qui travaille pour Le Figaro, entre autres, qui est de droite, voire d'extrême droite, c'est des gens qui veulent que les utérus, que les femmes soient mis à disposition de la nation. Donc, dans une idée de, comme Macron, hein, de réarmement démographique, de soutien à l'industrie, mais au fil des siècles, ça a pu servir plein de choses, hein. Ça a toujours été à des fins économiques, guerrières, religieuses, etc. Enfin bref, il y a vraiment cette idée que les femmes, par essence, soit sont trop hystériques, ont trop d'hormones pour décider par elles-mêmes et ne peuvent pas faire des choix éclairés, et par essence doivent se sacrifier et rendre service à la nation. Et quand tu débunkes tout ça en te rendant compte que tout ça est construit socialement, on a créé la division sexuelle entre hommes et femmes avec des compétences différentes en fonction de notre genre, etc. En fait, tu te rends bien compte que c'est ridicule comme attaque, quoi. Il me semble. Complètement. Non, mais tout à fait.
Maintenant, tu vois, moi j'ai un point de vue plus thérapeutique à porter, donc je ne sais même pas si tu as vu ce que je faisais, mais pour info, je suis hypnothérapeute Ouais, chez ouais, ouais. manque de confiance en elle, et juste, en fait, entre le fait de s'en rendre compte intellectuellement que c'est une construction sociale, je trouve que c'est hyper intéressant, mais Mhm. dans les faits, c'est hyper compliqué, en fait, de se libérer de ça, parce que c'est tellement transgénérationnel, voire transsocial, qu'en Ouais. fait, c'est des choses qu'on porte en nous depuis longtemps. Et c'est pour ça que Ah finalement, tu oui. vois, cette question de la confiance en soi, toi, tu l'as élaguée en disant, bah ouais, bah moi, j'ai super confiance en moi, et c'est top. Mais je pense même que je me demande s'il n'y aurait pas un truc à faire, en fait, tu vois, pour les femmes qui ont du mal à se faire confiance sur ce choix de ne pas avoir d'enfant, Ouais. ou se donner le temps d'y réfléchir. Oui, Peut-être oui, oui. que ouais, le fait de les aider à avoir confiance en elles pourrait justement leur permettre de se libérer de ça, en fait. Ah bah clairement, je pense qu'il y a vraiment ce truc de la confiance en soi. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas du tout thérapeute, donc si tu m'arrêtes tout de suite si je dis une bêtise, mais j'imagine que le manque de confiance en soi vient de beaucoup de choses, effectivement, de l'éducation, de comment enfin, quel rapport on a eu pendant l'enfance avec les adultes référents qu'on a eu autour de nous, etc. Et que quand on a manqué, c'est très difficile d'affirmer qui tu es et de ne pas être remis en question en permanence. Enfin, moi, je le vois très bien avec des gens de mon entourage qui ont vécu, encore une fois, des enfances très difficiles. C'est horrible. La confiance en eux et en elles est brisée, quoi. Et Ouais, qu'effectivement, c'est un travail qui peut prendre des années, notamment thérapeutiques. Et c'est très bien parce que bah, ça se construit. Et donc, c'est une bonne chose de se dire que ça peut changer et ouais. que c'est pas brisé à vie, Non, encore heureux. ça, Mais c'est très important, je pense, et c'est top que tu transmettes ce message-là aux femmes. C'est vraiment pas quelque chose qui est brisé à vie, pour le bah coup. non, ouais, Et ouais. ça, c'est la puissance de la thérapie, c'est que ça prend pas forcément des années. Après, chacun a un parcours différent. Quand tu as subi des traumas très, très importants, effectivement, ça demande un accompagnement spécifique. Mais quand Mhm. c'est quelque chose qui est lié à ton affirmation de toi-même, avec les bons outils, le bon accompagnement, ça peut facilement être travaillé. Ouais. Ok, et très très bien. Je me demandais aussi, tu disais même que en fait, bon, j'ai déjà à répondre à la question parce qu'en fait, j'ai écouté tellement tes interviews que j'imagine déjà tes réponses, mais c'est pas grave, on va faire comme si. Quand toi tu veux pas d'enfant et que tes amis en ont, il y a quand même un changement de vie qui s'opère. Comment Mhm. est-ce que pour toi ça a été un sujet à un moment donné? Comment est-ce qu'on se réadapte en tant qu'amis pour se retrouver quand toi, tu as plein de trucs à faire et que moi, j'ai pas forcément les mêmes problématiques ou les mêmes obligations? Ou est-ce que pour toi, c'est même pas un sujet? Parce que quand même, c'est différent, tu vois, quand toi, t'as pas Ouais. d'enfant et que ton ami, il en a. Ben, moi, j'ai pas beaucoup d'enfants dans mon entourage pour l'instant, donc c'est un peu une question qui est en suspens, je pense. J'ai une de mes amies enfin, très proche qui a un enfant d'un an, un peu plus d'un an, mais elle habite pas dans la même ville que moi. Mais du coup, on s'écrit, on s'appelle, etc. Et on se voit aussi. Et c'est vrai que ce qui a changé, c'est plutôt le fait d'être plus, par exemple, alors elle a déménagé enfin moi je viens de Lille. À la base, elle habitait dans Lille, et donc quand moi je rentrais à Lille, c'était plus simple. Enfin, je veux dire, on se voyait dans le centre-ville, c'était assez facile. Et avec l'arrivée de son enfant, avec son compagnon, ils sont partis du centre-ville et ils sont plus loin. Donc moi, j'avoue que s'ils n'avaient pas d'enfants, ça me ferait un peu chier de faire la route pour aller les voir plus loin. Et que du coup, on s'arrangerait plus en mode ce serait à eux de revenir potentiellement plus dans le centre-ville et tout. Maintenant que eux ont des enfants, eh ben, j'ai conscience qu'en fait, la logistique, l'organisation a changé pour eux parce que c'est un bouleversement sans nom. Et du coup, je suis plus prête à prendre du temps pour aller un peu plus loin que d'habitude. Alors même que ça m'aurait embêté s'ils n'avaient pas d'enfants. Je suis très honnête là-dessus, quoi. Donc, je sais pas, c'est juste que pour moi, c'est encore une fois, je suis plus dans bah, du coup, tellement pas dans une logique anti-enfant que je sais pas, c'est juste logique. En fait, bah, ils ont un nouvel être humain dont ils doivent s'occuper 24 heures sur 24. Il y a un moment, on va peut-être pas leur demander d'aller à l'autre bout de la ville. Peut-être qu'on peut aller chez eux. Et effectivement, eux, ils sont plutôt tendance à proposer de venir chez eux. Moi, je suis allée les aider là, la semaine dernière pour faire des travaux, etc. C'est peut-être le genre de choses que j'aurais pas proposé s'il n'y avait pas eu un enfant, tu vois. Mais là, je sais qu'en fait, logistiquement parlant, c'est plus complexe pour eux. Donc, ça me dérange pas de faire plus d'efforts que pour des gens qui n'ont pas d'enfants. Mais je sais que ça, pour le coup, moi, je réagis comme ça, mais je pense pas que ce soit forcément la norme non plus. Et Ouais, après, en termes d'échanges, etc., ben oui, clairement, les discussions sur les enfants prennent beaucoup de place. Ben, c'est tout, en fait, c'est normal. Juste, leur vie, elle tourne autour d'un être humain qui est là, enfin, qui est dépendant d'eux 24 heures sur 24. Donc, bon, bah, c'est tout. Après, je pense que
ça dépend des amitiés, mais peut-être que ça demande un réajustement ou de pouvoir en parler honnêtement en disant, voilà, on parle de ça, mais on parle aussi d'autres choses. Enfin, donc voilà, j'imagine que ça, c'est plus un nouveau diapason enfin, à se mettre entre amitiés pour s'assurer que tout le monde soit à l'aise et que personne se sente lésé dans l'histoire, etc., quoi. Ce que je trouve trop génial, et ça, je sais pas si tu as eu l'occasion de conscientiser ou d'en parler, c'est que, encore une fois, on en parlait un petit peu en début d'interview, mais souvent les personnes qui font des choix, pas forcément liés au non-désir d'enfant, bah, en fait, des fois, ils se sentent obligés de se mettre dans des cases ou les autres les mettent dans des cases, genre, tu veux pas d'enfant, donc t'aimes pas les enfants. Mais en fait, Mhm. toi, t'es pas du tout contre les enfants, et en fait, t'as juste assumé que t'en voulais pas, et en fait, finalement, tu fais super bien le lien entre le fait de pas forcément en vouloir et pourtant d'agir pour les enfants, Ouais. c'est top. Et j'ai l'impression que ce qui t'aide à faire ça, c'est que tu te sens vraiment ultra légitime en fait. Pour toi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sujet quand on parle et à aucun moment tu te sens mal à l'aise par rapport à ces sujets-là. Mhm. Et c'est pour ça que ça m'amène à dire que, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent, une des compétences qui pourrait être géniale, c'est de vraiment faire l'expérience de, je sais pas si ça va te parler, mais de cette complexité. C'est-à-dire, t'es ni dans une case ni dans une autre. Mais en fait, tu t'autorises à te mettre dans les deux, et c'est parce que tu es dans les deux, peu importe les décisions que tu prends, qu'en fait, tu es complètement libre d'en parler, en fait. Tu n'es pas obligé de te cacher à chaque fois qu'il y a le sujet sur la table. Mhm. Ouais, ouais, tout à fait. Je pense qu'effectivement, ça aide beaucoup. Et puis, il y a un autre élément, moi, qui me vient à l'esprit, c'est la capacité d'empathie. En fait, c'est quelque chose quand même paraît assez basique, mais je veux dire, quand tu as un minimum d'empathie pour les gens, bah, en fait, tu essayes de te mettre à leur place, tu essayes de voir comment eux peuvent percevoir une situation, etc. Et normalement, si tu as une capacité d'empathie, eh ben, c'est quand même assez facile d'articuler en fait des discussions, d'être ouvert d'esprit, parce qu'en fait justement, tu arrives à essayer d'imaginer que bah, une situation que tu ne vis pas peut être plus compliquée, etc. Enfin, donc ouais, je pense que là-dessus, moi, c'est un autre élément qui me questionne beaucoup en ce moment, c'est que on est dans un moment de société où la structure sociétale autour du modèle capitaliste a brisé la cohésion sociale, a brisé du coup la capacité de solidarité et de voir les autres comme des alliés et non comme des ennemis. Et que je pense que là-dessus, l'empathie peut beaucoup. Et d'ailleurs, je suis ravie, je ne sais pas si tu as vu passer cette info, c'est il y a 2, 3 semaines, il me semble, il y a des cours d'empathie qui vont commencer en France dans les écoles primaires, je crois. Non, je savais pas. Quelque chose qui existe en Scandinavie depuis très très longtemps et qui a fait ses preuves. Du coup, sur la capacité justement à nouer des liens avec les autres parce qu'on essaye de se mettre dans leur basket, quoi. Donc ça me paraît aussi hyper important, je trouve. Trop bien. Étant donné que tu parles beaucoup de la cause féministe, j'avais envie d'aborder avec toi un concept que je trouve déviant. Après, tu me diras ce que tu en penses, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal d'analystes sociaux qui en ont parlé récemment. Mhm. C'est en fait une trend qu'on voit passer sur TikTok et Instagram qui s'appelle la trend de la dark et féminine energy. Et en fait, c'est une trend qui est beaucoup relayée par les pseudo-coachs en séduction pour femmes Ok. et qui conseille en fait beaucoup aux femmes de se mettre en fait au-dessus de l'homme, c'est-à-dire de donner des critères très rigides autour des relations. Par exemple, je me mets pas avec un homme s'il m'invite pas minimum 5 fois au restaurant par semaine et s'il Waouh. m'invite pas à tel et tel jour. Et je t'en parle aujourd'hui, pourquoi? Parce que souvent, dans ces discours-là, est utilisé le fameux oui, mais c'est pas toi qui portes les enfants. Et moi, et la femme, elle est censée porter les enfants, donc on n'est pas des providers, mais on est je sais pas quoi. Euh, Mhm. et du coup, voilà. Et en fait, toi qui as un point de vue féministe, comment est-ce que tu vois ce type de théorie, tu vois, qui mettent les femmes dans certains rôles, je trouve assez traditionnels finalement, Ah bah oui. les hommes dans certains rôles qui sont aussi sexistes pour eux, du coup. Oui, oui. Je trouve, enfin, t'en parles beaucoup, donc je sais que tu as des connaissances en plus dessus. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour nous éclairer à ce sujet-là? Parce que c'est vraiment déviant, je trouve. Ben ouais, ouais, déjà, effectivement, j'avais pas connaissance de cette trend en particulier, mais par contre, tout ce qui est contenu de coach en séduction, que ce soit pour hommes ou pour femmes, je vois très bien. Déjà, il faut pas oublier que ces hommes-là, en grande majorité, sont des masculinistes, hein. Donc, masculinisme, c'est pas un terme pour dire que c'est le penchant du féminisme. Ce sont des hommes profondément misogynes qui détestent les femmes et qui voient dans le féminisme une menace pour l'équilibre sociétal. Et effectivement, bah en fait, c'est un peu, j'en parlais rapidement tout à l'heure, c'est que
enfin, notre société, enfin, les êtres humains, au fil des millénaires, notamment depuis qu'on s'est sédentarisé, il y a eu une division sexuelle qui s'est créée avec des rôles prédéfinis en fonction de ce qu'on a entre les jambes, ce qui est complètement aberrant. C'est-à-dire, par exemple, le Et fait que... De quoi? et transphobe. Oui, déjà, oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, qui est très limitant, très binaire, hein, clairement, dans cette vision-là, qui serait par exemple que ben, les femmes sont plus dans l'empathie, dans le soin, parce que naturellement, elles sont plus comme ça. Non, c'est juste que ça s'apprend. Enfin, je veux dire, il suffit juste de repenser 5 minutes aux jouets qu'on a quand on est enfant. T'as potentiellement, hein, pas forcément, mais moi, en tout cas, j'ai plus joué avec des Barbies alors que je rêvais d'être archéologue et que je voulais avoir des jeux d'exploration. Bah non, j'avais des poupées parce que je suis une petite fille et qu'une petite fille, ça joue avec des poupées. Et ça nous apprend le soin. Et donc, effectivement, on développe des compétences qui font qu'on est plus à même de travailler dans les secteurs du soin, ensuite, qui sont majoritairement féminins aujourd'hui encore. Et donc, ouais, pour revenir à ça, c'est qu'en fait, ils surfent vraiment sur cette idée que naturellement les sexes seraient, enfin du coup, encore une fois, hein, je veux dire, quand je dis sexe, c'est vraiment pas dans une vision, enfin moi j'adhère pas à ça, hein, je suis contre la binarité sociétale et le fait de dire qu'il y aurait que deux sexes. Déjà, c'est complètement limitant, c'est pas vrai. Et en fonction notamment après plus loin, en fonction du genre, c'est encore moins vrai. Il n'y a pas de prédisposition liée à tes caractéristiques génétiques, on va dire. Et voilà, en fait, ils surfent juste sur cette idée erronée qu'il y aurait des différences immuables et ils ne veulent pas entendre que, en fait, enfin, il me semble qu'il y a quand même très peu de féministes qui nient des différences biologiques en fonction des gens. Enfin, je veux dire, évidemment, il y a des personnes qui ont des utérus et qui peuvent porter des enfants. Ça, c'est évident. Par contre, tout ce que l'on critique en général en tant que féministe, c'est simplement le fait que dès la naissance, mais même parfois bien avant, déjà on pose des caractéristiques sur l'enfant, déjà avec cette obsession de vouloir connaître le sexe des enfants. Moi, je ne comprends pas. J'avoue, ça me dépasse totalement. Et ensuite, dès qu'il naît, déjà, il y a quand même le fait d'évincer encore le coparent. Hein, donc, on est encore dans enfin, une société avec une majorité de couples hétérosexuels. C'est-à-dire que dès la maternité et le premier jour de vie de l'enfant, le père est mis de côté, que ce soit par l'accueil dans les lieux de naissance. J'arrête de dire maternité, je dis lieu de naissance parce que c'est un lieu de naissance pour le bébé, mais aussi de naissance de la parentalité pour le père et la mère normalement. Mais bon, je sais pas, il y a plein de lieux de naissance où il n'y a même pas de lit pour le coparent, c'est-à-dire qu'on lui dit dès le premier jour de vie de son enfant, tu n'es pas indispensable, tu n'es pas vital. Donc forcément, ça crée des disparités et ça crée que bah, les hommes sont moins dans le soin, ce genre de choses. Mais donc ouais, moi je pense qu'en fait c'est juste des discours. Enfin, je, je sais pas quoi te dire, mis à part qu'il faut les boycotter quoi massivement. C'est des gens qui, en plus de ça, n'ont aucune connaissance scientifique de ce sujet, que ce soit d'un point de vue médical, neurologique, mais aussi sociologique, etc. Enfin, c'est des gens qui ne sont experts en rien et qui te vendent des trucs basés sur des conceptions misogynes, en fait. Moi, Voilà. la critique que j'en fais, ce qui me touche plus en tant que thérapeute et plus particulièrement que praticienne qui va travailler sur l'intelligence émotionnelle, c'est le fait Mhm, qu'en fait, je sais pas si tu es sensible à ça, mais en fait, ce que notamment les coachs femmes vont vendre aux femmes hétérosexuelles, puisque on a bien compris que c'était très genré, c'est ouais. cette idée que comme tu as été blessée dans le passé, bah, en fait, tu vas blesser et tu vas apprendre à te retirer avant qu'on t'abandonne. Et en fait, c'est une sorte de philosophie de la relation, comme ce que j'appelle une guerre de l'amour-propre. En fait, c'est pas juste un amour de soi sain où tu t'occupes de toi, de tes besoins et tu es capable de les communiquer à l'autre sereinement, mais en fait, ça va être prendre le pouvoir sur l'autre Mhm, par des techniques de manipulation largement valorisées mhm, et qui, je trouve, est très mauvais ensuite pour la relation de couple parce que, comme je le dis beaucoup dans mes vidéos, il n'y a pas de relation de couple sans respect de l'autre en fait. Et si dès le début de la relation, tu te places au-dessus de lui, bah ok, au début, peut-être qu'une personne dépendante, un homme ou une femme, va pas voir le truc, va pas voir la manipulation et va y aller parce que forcément, ça va appuyer dans ses blessures, ça va mhm. créer du manque, c'est sûr. Ouais, Mais ouais, continuer une relation, un mariage ou juste une relation où tu es tout le temps en train de le manipuler et de le driver sur du manque et sur de l'égocentrisme, soit ça va marcher mais ça va être complètement déséquilibré et franchement c'est complètement pourri, ou soit ça ouais. va pas marcher parce qu'à un moment donné l'autre il va se barrer et il va vite comprendre que tu manipules. Et c'est ça que je trouve dangereux en fait, c'est de dire aux gens
la solution, elle est pas dans le travail sain sur soi et dans la confiance en l'autre, mais elle est forcément dans la guerre et dans la lutte Oui, de bah, pouvoir. ça prend la suite des discours, encore une fois, antiféministes qui disent, enfin, moi, c'est le gros des réactions des hommes antiféministes sur mes réseaux sociaux, c'est ça, c'est de dire vous ce que vous voulez, les femmes, c'est un matriarcat parce que le patriarcat vous a enlevé vos droits, quoi. Mais c'est pas ça, en fait. Enfin, je veux dire, il y a effectivement, comme tu le dis, c'est quand même dommage de toujours considérer que les êtres humains doivent être en guerre permanente. Enfin, je veux dire, ce qu'on veut, c'est l'apaisement général plutôt que, enfin, il n'y a aucun groupe féministe qui dit on veut un matriarcat. En plus, le mot est très mal utilisé parce que les matriarcats ne sont pas des sociétés où ce sont les femmes qui dominent les hommes. Ce sont des sociétés très égalitaires qui n'ont pas vraiment beaucoup existé. Donc, c'est ridicule. Et en plus de ça, ouais, c'est vraiment alimenter des fantasmes sur ce que voudraient les féministes. C'est complètement bête, quoi. Hmm. Mm, Ok. mm. Comment tu vois la suite de ton parcours en tant que journaliste et créatrice de contenu? Est-ce que tu te vois encore parler de ce sujet longtemps ou est-ce que tu veux l'utiliser d'une autre manière? Parce que là, tu parles beaucoup finalement de la parentalité, tu as une grande connaissance sur tout ce milieu-là. Comment est-ce que tu veux poursuivre ce message-là? Hmm, ben, moi, je considère que mon objectif, c'est que mon discours devienne obsolète. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas demain la veille encore, mais en gros, ouais, je me dis, je vais continuer à en parler tant qu'il y a des personnes pour qui mon discours est trop extrême. Parce que s'il y a des gens pour qui mon discours est trop extrême, c'est qu'il y a encore de la pédagogie à faire sur ce que c'est le féminisme, sur ce que c'est la liberté de décider pour soi-même et pour son corps, etc. Donc ouais, déjà la pédagogie sur les réseaux sociaux, moi, c'est quelque chose qui me tient toujours à cœur parce que j'ai mis quand même beaucoup d'énergie et de temps à construire cette audience. C'est pas évident. Donc j'ai envie de la garder. Par contre, j'ai envie d'explorer d'autres outils. Parce que il y a aussi un, c'est-à-dire moi, enfin, ce que je te disais à un moment, je suis militante écolo, mais j'ai aussi foncièrement, je suis anticapitaliste et foncièrement cette société, je déteste son fonctionnement. J'aimerais vraiment qu'on advienne à un changement radical de société qui soit basé sur la justice sociale, sur l'égalité entre êtres humains et sur un ralentissement, notamment de cette effervescence capitaliste qui en fait nous aliène tous et toutes. Et pour ça, j'ai envie de sortir des réseaux sociaux parce que mine de rien, en créant du contenu sur les réseaux, ben, j'encourage une machine folle qui nous pompe notre temps, notre attention, notre capacité de concentration. Et en plus, j'enrichis une plateforme, enfin une entreprise que je déteste. Le groupe Meta, foncièrement, c'est tout ce que je déteste en termes de valeur. Je parle du groupe Meta pour Instagram notamment, mais bon, qui a Facebook, etc., quoi. Donc là, en ce moment, je suis en train de me former à d'autres choses. J'ai découvert il y a quelques mois le théâtre forum. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est en gros du théâtre participatif. Donc en gros, tu as par exemple des... Enfin moi je me forme pas à ça, mais c'est juste pour expliquer parce que c'est hyper intéressant comme outil. C'est un outil démocratique où en gros c'est des acteurs et actrices qui jouent une scène en général liée à des discriminations, des inégalités sociétales. Et en fait, tu as le public qui intervient, qui parfois prend la place de certains acteurs et actrices. Et en gros, l'idée, c'est que ça devient une espèce de brainstorming général pour essayer déjà de comprendre, donc de mettre en pratique son empathie, essayer de comprendre ce que vivent les gens qui vont te raconter une histoire absolument hallucinante qu'ils ont vécue et essayer de mettre en place des solutions. Et moi, je me forme à ce qu'on appelle la conférence gesticulée. Pareil, je ne sais pas si tu sais, tu as déjà entendu parler. C'est un outil qui a été mis en place par Franck Lepage en France, qui est un ardent militant de gauche. Et donc, c'est pareil, c'est un outil militant démocratique où, en gros, le but, c'est que les citoyens et citoyennes racontent une anecdote personnelle qui leur est arrivée. Donc, moi, je parle des violences sexuelles et en font un discours qui se rapproche de la conférence. Donc, c'est un mix entre du théâtre et de la conférence pour raconter que leur anecdote personnelle, en fait, elle arrive à des milliers de gens et qu'elle dit quelque chose de la structure de notre société qui broie les êtres humains. Et donc là, moi, par exemple, je suis en train de me former à ça. Donc, la semaine prochaine, on a une représentation avec les autres personnes de ma formation et on est plein de gens différents. Il y a des gens qui sont actuellement sans abri, tu as des gens qui sont retraités en situation d'isolement numérique, tu as plein de personnes différentes, c'est passionnant. Enfin, franchement, c'est trop bien. Et voilà, du coup, j'ai envie de sortir aussi de ces réseaux sociaux et bien sûr de continuer à écrire. J'ai des projets de futurs livres aussi, toujours sur la question de l'inclusivité, de comment on peut faire mieux collectivement pour que tout le monde puisse accéder au libre choix et vivre plus sereinement, quoi.
C'est un peu ça la ligne de conduite, on va dire. Ouais, bah franchement, c'est top. Je te souhaite beaucoup de t'épanouir, beaucoup d'épanouissement, de succès aussi dans la transmission de ton message. Tu as l'air tellement dans l'évidence de ce que tu fais. C'est Ah cool de oui, faire comme ça. Je me vois, moi, parler de mes formations d'hypnose. Alors, je vais faire de l'hypnose directive, des trucs comme ça. Et c'est juste quand on aime faire quelque chose, ça coule de source. ben ouais, c'est ça. Ça paraît Et assez évident. est-ce que je peux mettre un lien sur là où on peut te retrouver pour ta conférence articulée ou pas? Ou Pour c'est... l'instant, non, elle est pas. Non, non, là, c'est une représentation à la fin de la formation. Mais par D'accord. contre, le but, ça va être essayer de continuer de la construire et idéalement d'être dans des festivals ou des trucs comme ça, de pouvoir diffuser cet outil. Mais sinon, après, moi, je donne toutes les infos sur mon Instagram. Je ne veux pas d'enfant, quoi, quand il y a de l'actu. Ce que je ferais, c'est que je mettrais évidemment le compte Instagram de Je ne veux pas d'enfant, donc de Bettina Zourli, dans la description de la vidéo. Et je mettrai aussi son ouvrage que je vous invite vivement à vous procurer. Moi, il est dans ma wishlist, ne t'inquiète pas, il est dans mon 50 livres de panier là qui m'attendent. Et je serais trop heureuse de le découvrir. En plus, j'ai vu que déjà qu'il y avait des super commentaires sur ton ouvrage. Donc, je vous invite vivement aussi à vous le procurer. Et puis, à aller faire un tour aussi sur le podcast de Bettina, pareil, que j'ai commencé à écouter, qui est super, où il y a des témoignages de femmes sur ces thématiques-là. Et donc, tout sera dans la description. Bettina, un dernier mot pour les femmes qui nous ont écoutés aujourd'hui, quelque chose que tu voudrais transmettre avant qu'on s'arrête là? Ouais, c'est parfois quand on écoute des discours hors contexte de vie des gens, on a l'impression que, bah, tu sais, un peu ce qu'on a dit à plusieurs reprises, que ça coule de source, que c'est très facile, etc. Moi, je tiens à le préciser. Alors, je suis encore très jeune, j'ai la vie devant moi, mais j'ai 32 ans et honnêtement, j'aurais jamais eu ce genre de discours à 22 ans, mais même à 25, à 27, 28. Enfin, il y a vraiment un cheminement qui s'est fait dans toute ma vingtaine. Je dis ça notamment pour des personnes plus jeunes éventuellement qui nous écoutent. Tu C'est fais que, bien, tu fais bien de le dire. ouais, c'est qu'en fait, ça met du temps déjà de se connaître, d'avoir confiance en soi. Alors parfois, c'est évident dès 15 ans et c'est très bien. Mais il faut pas oublier que ça se construit. Que moi, mon rapport aux luttes sociales, aux luttes féministes et tout, ça s'est pas fait en un jour. J'ai toujours été plutôt sensible à ces questions-là, mais ça fait seulement 4 ans que je me revendique fièrement féministe parce qu'il a fallu faire un processus un peu personnel. Au niveau de ma légitimité, de ma confiance en moi, pareil. Enfin, franchement, encore 2 ou 3 ans en arrière, je tenais pas du tout ces mêmes discours. J'avais vraiment un syndrome de l'impostrice qui était mais délirant. Et en fait, c'est vraiment au fur et à mesure de répéter des choses. C'est un peu le fameux fake it until you make it, tu vois. Mais c'est plus tu répètes des choses, plus tu te les répètes à toi-même, plus tu en parles avec ton entourage. Et en fait, tu te rends compte que tu es bien aligné dans ton discours, qui te vient naturellement, et qu'en fait, du coup, il y a pas de souci et qu'a priori, c'est ça qui te correspond. Mais ouais, ça peut prendre du temps. Et pareil, cette confiance en moi, là, enfin, donc je parlais de ma formation là sur les conférences gesticulées. Moi, je suis pas quelqu'un du spectacle vivant. La première fois que j'ai dû monter sur scène, quand on a raconté la première fois nos anecdotes, j'avais la voix qui tremblait. C'est vraiment bizarre parce que j'ai l'air d'être hyper à l'aise à parler, etc. J'avais la boule au ventre, c'était horrible. Et en fait, bah, cette conférence, enfin, cette mini-conférence, je l'ai répétée 15 fois. Bah, en fait, maintenant, je la dis de manière hyper naturelle. Mais pourtant, je parle de trucs vraiment vénères, hein. C'est pas facile, on va de violences sexuelles, de parler devant ça à une audience qui te connaît pas. Bon, c'est pas simple. Et je te la raconte comme si je te racontais une blague, tu vois. Donc, c'est juste qu'en fait, ça se travaille et ça, voilà, ça prend du temps. Et honnêtement, moi, je suis trop contente d'avoir 32 ans. Je me dis, mais ma vie, elle est trop bien. Elle est de mieux en mieux parce que j'apprends à me connaître, parce que je découvre des trucs. Enfin, voilà, c'est hyper chouette, je trouve. Mais ça prend du temps. Bah, merci beaucoup pour ta présence. C'est vraiment un honneur que tu nous as fait. Vraiment, c'était super riche. Moi, j'étais très contente de te parler en vrai. Vraiment, j'ai Pareil. tellement écouté tes contenus que c'est vraiment trop contente. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, bon, comme vous le voyez, donc, vous allez pouvoir nous laisser des commentaires, éventuellement lui poser des questions en commentaire s'il y a besoin. Je les transmettrai à Bettina. Et Avec puis, plaisir. on peut te contacter si on a envie de te transmettre un témoignage, un message, ou tu Oui. préfères. Ah ouais, non, non, mes DM sont ouverts sur Instagram. Si c'est dans Génial. les invitations, je les lis toutes les une semaine ou 2 semaines. Donc, ouais, ouais, ça sera lu. Bah, génial. Et ben, je te remercie et je te dis à très bientôt et beaucoup de succès à toi pour Merci. les prochaines années. Toi aussi. Merci, prends soin de toi. Au revoir.